allons parler du rôle des territoires dans la valorisation des liens intergénérationnels. Et vous l'avez constaté comme moi, il y a des périodes plus instructives que d'autres de ce point de vue. Le confinement fait partie de celle-là, puisque le confinement a donné envie à la jeune génération et des opportunités de prendre soin des personnes âgées, qu'elles soient ou non de leur famille. Alors, le facteur temps, cette période est à prendre en compte. Un autre facteur, bien évidemment, c'est les territoires. Il y a des structures, il y a des territoires où les structures, les dispositifs sont adaptés pour s'occuper du troisième âge, et d'autres, en France, où le bas blesse. Alors, où fait-il bon vieillir? Le maire du Havre, qui était là il y a un instant, nous dirait bien sûr au Havre. Nous allons poser la question notamment à Hervé Sauzet, président de l'Institut français des seniors. Hervé Sauzet, bonjour. Merci d'être avec nous. J'accueille également sur ce plateau Pascale Dartois, directrice générale de l'AFPA. L'AFPA, comme vous le savez, c'est le premier organisme de formation professionnelle qualifiante. Pascale Dartois, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et je précise que l'AFPA, c'est quand même un actif sur 8 en France qui est formé à l'AFPA. Nous avons la chance de pouvoir échanger aujourd'hui. Et puis les jeunes qui sont toujours, non pas nos censeurs, mais des participants fidèles ce matin. Nous accueillons toujours Mathilde Helg, étudiante à Sciences Po Le Havre. Et Bonjour. puis Sacha Bondeville. Merci de rester avec nous. En première, eh bien, vous aurez de quoi faire. Merci de nous donner un petit peu de temps. Vous êtes élève à l'institution Saint-Joseph. Alors, Bonjour. Hervé Sauzet, le doublement de l'espérance de vie en moins d'un siècle est une révolution quand même inédite dans l'histoire de l'humanité. Et les structures, force est de constater, n'ont pas nécessairement suivi. Alors, quels sont les territoires les plus en pointe, là où les structures, les dispositifs sont adaptés, déployés autour des adultes âgés de plus de 60 ans? Vous qui êtes un expert, on aimerait vous entendre là-dessus. Je crois que effectivement, la transition démographique, comme on dit, c'est-à-dire le vieillissement de la population, aujourd'hui, ça affecte tout le monde et ça va changer beaucoup de choses. C'est en train de changer beaucoup de choses. C'est les plus de 50 ans, si on les prend comme ça. Si on dit que les seniors, c'est à partir de 50 ans, donc tous ceux qui ont 52 ans dans la salle me détestent, parce que personne ne se sent senior, tout le monde se sent 10 ans de moins. Mais les plus de 50 ans, c'est 27 millions de Français, c'est 40% des Français. Donc, et si on parle des plus de 60 dont vous parliez, c'est à peu près 30%. Donc, ça va évidemment impacter beaucoup de choses. Ça impacte les élections pour commencer, parce qu'ils votent plus que la moyenne. Donc aujourd'hui, tous ceux qui veulent être candidats à la présidence de la République ont compris qu'il fallait faire des reset aux seniors. Et après, effectivement, ça impacte évidemment les politiques des villes et des départements, des régions, de tous les acteurs des territoires sur beaucoup de sujets. Je pense qu'on y reviendra. Après, il y a ce qu'on constate, c'est qu'il y a en France, par exemple, 4 gérontopoles, c'est un nom un peu compliqué, pour juste dire que c'est un lieu dans lequel se réunissent les gens qui travaillent sur les seniors, aussi bien sur le plan économique que de la santé, que du logement, que du lien social, etc. Et qui réfléchissent ensemble, parce qu'un des intérêts de la thématique senior, ou de ses caractéristiques, c'est qu'elle traverse les clivages politiques. C'est pas une question, il n'y a pas une politique de droite et une politique de gauche sur les seniors, par exemple sur la question de la dépendance, qui n'est qu'une sous-partie du sujet, mais sur la question de la dépendance, personne ne sait comment financer les 30 milliards, grosso modo, que vont coûter le fait de prendre en charge les personnes dépendantes. Donc, qu'on soit de droite ou de gauche, on n'a pas de solution. Donc on peut simplement colmater quelques brèches. Donc, on voit que sur ces sujets de seniors, c'est un des rares sujets sur lesquels les politiques de tous bords se rejoignent. Les cas de gérontopole, il y en a, ils ont tous des spécificités, mais il y en a un à Paris qui est très branché sur les startups, par exemple. Il y a beaucoup de startups qui créent des choses dans le domaine de la santé pour accompagner efficacement la vie des seniors et surtout faire de la prévention, parce que c'est ça le sujet principal. À Nantes, il y a un gérontopole extrêmement actif avec une grosse action auprès des territoires pour les aider, par exemple, à aménager l'espace public et des choses comme ça, et qui est également très présent auprès des entreprises. Celui de Toulouse, lui, est plus axé sur la santé. Enfin, voilà. Donc, c'est chaque fois dirigé par des grands professeurs de médecine, mais qui ont agrégé autour d'eux, vous savez, un peu à la mode ancienne des professeurs de médecine qui parlaient latin, voilà, qui étaient en même temps des lettrés et des scientifiques. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils agrègent tous les métiers autour d'eux de façon à multiplier les regards pour la vieille règle qui dit qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. On a beaucoup parlé en France ces derniers mois de reculer l'âge de la retraite. Mais alors, parlons du taux d'emploi des plus de 50 ans. Vous me disiez en préparant cette table ronde que la France est avant-dernier élève en Europe.
comment bien accompagner les chômeurs de plus de 50 ans en France? Oui, la France n'est pas très bonne là-dessus. Le taux de chômage, il y a plusieurs sujets sur la question de l'emploi des seniors. C'est que dans l'entreprise, quand vous avez passé l'âge de 50 ans, on commence à vous demander à quel âge vous pensez partir. Quand vous avez 52 ans, que vous êtes candidat à la présidence de la République, vous s'appelez Nicolas, on vous dit que vous êtes un jeune homme politique. Quand vous avez 52 ans dans une entreprise, vous commencez à gêner un peu. Donc il y a un sujet possible, on en parlait avec madame avant cette table ronde, c'est qu'il y a une possible guerre des générations. Ce qu'il faut faire attention à ça, c'est que des trentenaires qui peuvent dire légitimement aucun cas, mais il faudrait nous laisser la place, surtout en période de chômage, etc. Donc cette problématique-là, on la sent monter. Après, sur la question de l'emploi des seniors, ce qu'on peut dire très, très vite, c'est que toutes les politiques publiques qui ont tenté d'être mises en place, aussi bien par le gouvernement de droite que de gauche, ont été des échecs. Quand les contrats de génération avaient été proposés par François Hollande, il y en a eu 27 en France. Donc voilà, ça n'a pas marché. Dominique de Villepin, dans un des gouvernements précédents, avait créé quelque chose qui ressemblait à ça. Je crois qu'il y en a eu 12. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On s'est dit, on va contraindre les entreprises, on va les obliger à faire des plans seniors dans leur politique RH. Ça s'est résumé à des bilans carrière qui servaient à rien. On faisait juste un compte rendu. Donc, la seule chose qui soit efficace, et Madame saura en parler mieux que moi, c'est la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que les métiers évoluant très vite, des métiers nouveaux se créant, il y a beaucoup de jeunes dans la salle qui savent de quoi je parle, mieux que moi. Eh bien, l'employabilité des seniors, elle va dépendre de leur capacité à, d'une part, apprendre des nouvelles techniques dans leur métier d'origine et d'autre part, à apprendre le métier d'à côté. Bon. Et donc, la formation tout au long de la vie, ça, c'est un enjeu absolument majeur et c'est comme ça qu'on résoudra le problème du chômage. On va y revenir sur la formation, mais le jeune Sacha s'intéresse à ces sujets. Je crois que vous avez une question, Sacha, et je profite du battement pour vous poser moi-même une question. Savez-vous qui est le ministre délégué en charge de ces questions des personnes âgées dans le gouvernement? C'est difficile. Ben, nous non plus. Et moi-même, je me suis posé la question. C'est Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'autonomie. Juste pour dire qu'on n'en parle pas nécessairement assez. À vous la parole. Mathilde, vous aussi, vous aurez une question. Bonjour. Alors, je me posais la question de savoir comment, en tant qu'étudiant et citoyen en bonne santé, pallier l'isolement des personnes âgées. Bonne question. Oui, bonne question, généreuse question. Il y a un truc tout bête qu'on peut faire qui est utile à la fois aux jeunes et aux seniors, c'est de profiter des structures qui sont associatives, qui sont des structures de colocation intergénérationnelle. Il y en a deux en France, l'une s'appelle le Paris PARI Solidaire et l'autre s'appelle Ensemble 2, avec le chiffre 2, Génération. Ensemble de générations. C'est quoi? C'est des personnes de 80 ans en général, mais en forme encore parce qu'elles sont chez elles, qui ont un appartement qui est devenu trop grand parce que tout le monde est parti, et qui accueillent chez elles un jeune ou une jeune. C'est ou pas payant, ça dépend des types d'accords. Quand c'est payant, de toute façon, c'est pas cher. C'est plutôt un échange de services. Ça donne de la sécurité à la personne âgée si elle a un souci, ça lui fait du lien social parce qu'elle parle avec quelqu'un, et quand c'est une personne âgée qui a un peu de sagesse, ça arrive, et qui a un peu d'expérience, ça arrive aussi, et bien c'est sympa pour le jeune parce que voilà, ils échangent entre eux. Après, il y a ce qu'on a vu pendant le Covid, on a un panel sur l'Institut français des seniors, on a fait une étude auprès des seniors pour savoir comment ils avaient vécu le confinement. Et une des réponses qui était apparue, une des conclusions qui en est sortie, c'est que les liens entre les différentes générations se sont accentués, même s'ils ont été exprimés à distance, par des outils technologiques que par ailleurs les seniors ont appris à utiliser à ce moment-là, et au moment du Covid. Donc, et c'était vrai à la fois à l'intérieur d'une famille, où les petits-enfants prenaient des nouvelles des parents, des grands-parents, où les grands-parents faisaient la lecture à distance, faisaient des cours, etc. Et c'était vrai aussi à l'intérieur, dans les villes, à l'intérieur des immeubles ou des lotissements, quand les gens ont des maisons, où tout d'un coup, une personne de 70 ans a vu arriver son voisin qu'il n'avait jamais vu sonner pour proposer de faire ses courses. Et donc ça a créé du lien social comme ça, de
façon-là. Et on espère que ça va continuer. Alors, Hervé Sauzet a évoqué le rapprochement entre jeunes et moins jeunes. Vous, Pascal Dartois, vous rapprochez les Français de l'emploi et de la formation au sein de l'AFPA. En ce moment, vous n'avez qu'un mot à la bouche et vous avez bien raison, c'est votre programme Les Villages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, s'il vous plaît? Oui, alors juste avant de vous expliquer ce qu'est le village, juste vous dire que donc l'AFPA est née après-guerre, en 1949, pour reconstruire la France, et avait une petite tendance d'être, c'est un trésor l'AFPA, un trésor d'ingénierie, un trésor de compétences, mais qui avait tendance à être vertical. C'est-à-dire tout était décidé à Paris et tout arrivait sur les territoires. Et donc voilà, son modèle économique était plus viable et on a beaucoup réfléchi avec les équipes et avec les territoires pour se dire finalement comment on peut être utile et davantage utile, évidemment aux territoires, évidemment aux personnes qui habitent ces territoires et aux entreprises. Et donc on s'est posé 2 questions qui ont fait levier. La première question, c'est de se dire finalement aujourd'hui la sécurisation du parcours professionnel, c'est aussi sécuriser le parcours de vie. Si vous avez une problématique de logement, si vous avez une problématique de mobilité, si vous êtes une famille monoparentale avec 3 enfants, vous ne pouvez pas forcément facilement accéder à la formation, même si elle est organisée tout au long de la vie. Ça veut dire qu'il fallait qu'on ait une approche globale des personnes et des freins des personnes pour aller à l'emploi, mais aussi pour venir en formation. Donc on s'est dit, finalement, il faut avoir une approche systémique. Et l'AFPA a 9 millions de mètres carrés de foncier, qu'elle n'utilise pas beaucoup, pas partout, parce que son modèle économique était compliqué et difficile. Et donc on s'est dit, nous allons ouvrir nos fonciers, notre bâti, à des partenaires pour créer un écosystème territorialisé qui permette de répondre aux besoins des personnes et des individus. Et nous avons emmené avec nous des entreprises qui ont des difficultés de recrutement et qui du coup se sont intéressées à ce village. Nous disons, nous on s'installe dans votre village. Un des plus beaux exemples, parce que le village c'est assez récent quand même, un des plus beaux exemples, c'est qu'une entreprise avait beaucoup de mal à trouver des salariés, des collaborateurs. Et elle nous a dit, mais finalement, votre village, ça m'intéresse, comment on pourrait faire pour s'installer chez vous? Et donc, ils ont installé leur usine de production chez nous. Et donc, ils viennent chercher, donc ils sont attractifs, puisque l'emploi, il est sur le centre de formation. Et donc, ils vont évidemment jusqu'à l'emploi. Donc, ils se sont installés chez nous. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça montre que on a beau créer des outils numériques, des plateformes numériques pour qu'on accède plus à la formation. Il faut juste créer la rencontre. Ce dont on parle aussi pour réinventer le monde. Et tous, je crois, dans cette salle, on a eu envie de ressembler à quelqu'un parce qu'on a eu une rencontre avec quelqu'un, qu'on s'est dit, bah, tiens, je suis dans une orientation qui ne me plaît pas vraiment et je pourrais effectivement aller vers ce chemin-là. On a besoin de rencontrer pour avancer, s'orienter, choisir. On a besoin de désir d'avancer et de progrès. Donc, ça me rappelle ce que Mike Horn tout à l'heure disait ça. C'est-à-dire il nous faut aussi des petites étoiles qu'on a envie de suivre. Et si on ne rencontre pas ces étoiles, si on ne rencontre pas les métiers et les gens qui font ces métiers, c'est des fois très compliqué pour certains de s'orienter. Mathilde, je crois que vous aviez une question parce que ce sujet vous inspire. Oui, c'est une question qui est un peu plus générale. Mais est-ce que vous savez quel secteur a été le plus touché par la crise du Covid-19 ? Est-ce que c'est l'emploi, la formation ? Alors, dire le secteur de l'emploi, c'est très vaste. Et on le sait, effectivement, la crise du Covid a généré 800 000 à peu près pertes d'emploi. Pour ce que je connais mieux sur la formation, alors, on a été très soutenus, tous les organismes de formation ont été très soutenus par leurs financeurs, les conseils régionaux, par l'État qui finance les entreprises, parce qu'ils ont évidemment, c'était important de garder les personnes qui étaient en formation dans leur parcours. Alors, on a, après le choc du Covid et du fait qu'il fallait mettre tout le monde à distance en formation, finalement, nous, par exemple, à l'AFPA, on devait faire un programme, ce qu'on appelle hybridation de la formation, c'est-à-dire à la fois du présentiel et du à distance. On s'était donné un programme pour le mettre en œuvre en 3 ans. On l'a fait en 3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos 900 formations sont disponibles sur une plateforme ouverte à distance. Et on peut justement, grâce à ça, gérer la problématique des contraintes des personnes. Je vous parlais tout à l'heure de la famille monoparentale le mercredi. On va peut-être s'arranger pour travailler le fait qu'elle ne soit pas en présentiel peut-être sur notre centre le mercredi, mais plutôt à distance. Et donc, on individualise le parcours. Donc, le secteur de la formation a été touché, oui, mais il a énormément progressé parce que, évidemment, nous avons été mis, comme tous, sur cette difficulté de mettre tout le monde en présentiel du jour au lendemain.
Alors, à distance, pardon. l'AFPA a un maillage territorial fabuleux de 200 implantations, si je ne m'abuse, en France. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple? J'ai l'impression que vous faites également avec les associations. On a beaucoup parlé des entreprises, avec les Restos du Cœur. Je crois qu'il y a un projet intéressant. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre coopération? Oui, alors on a dans certains villages, effectivement, notre enjeu, c'est la coopération. Et la coopération, ça ne va pas de soi. C'est ce qu'il faut comprendre. Le monde de demain, où on coopère tous et on y trouve tous notre compte, parce qu'on est aussi des structures, c'est pas si facile que ça. Et l'idée, c'est de trouver effectivement un usage supplémentaire, un usage innovant. Et je vais citer un maire qui est dans une commune du Nord, que j'aime, voilà, qui s'appelle Jean-François Caron, et qui dit, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, et qui dit une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Je trouve cette formule très très juste. Parce qu'il y a un moment où il faut contourner, pour savoir coopérer ensemble, il faut contourner la structure que l'on est, il faut avancer autrement. Et effectivement, avec les Restos du Cœur, ils ont été intéressés par le foncier de l'AFPA pour s'installer et installer leur siège administratif à Nevers. Et puis on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Et donc là, nous sommes sur un projet pour accueillir la distribution alimentaire sur notre centre de Nevers, qui va permettre d'accueillir les personnes en fonction de leurs problèmes et donc de leur apporter une information, une orientation sur les métiers et sur le fait de dire finalement la formation, c'est peut-être pas si compliqué d'atteindre la formation. Vous savez que c'est pour certaines personnes vulnérables, éloignées, c'est toujours très, très compliqué notre secteur et c'est parfois très difficile de trouver l'information. Je rebondis sur ce qu'a dit Édouard Philippe tout à l'heure. Comment on crée cette capacité à ordonner toute l'information qui est disponible aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai enjeu pour l'information et l'orientation des personnes vers l'emploi et la formation. On parle d'innovation, de la créativité, il y en a également dans la silver economy, Henri Sauzet. Je me suis laissé dire que 9 personnes sur 10 peuvent rester chez eux. Donc ça demande des aménagements. Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce que vous préconisez pour que cet habitat pour les personnes âgées puissent en jouir aussi longtemps que possible? La question du logement, d'une manière générale, la question du logement pour les collectivités locales, elle est majeure. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai rôle à jouer. Il y a plusieurs sujets. Sur le maintien à domicile, effectivement, sondage après sondage qui sont faits chaque année, les résultats sont toujours les mêmes. Il y a 9 Français sur 10 qui préfèrent rester vivre chez eux que d'aller en EHPAD, et encore moins en ce moment. Et ils vivent donc chez eux. La question, le toute bête, c'est trivial, elle paraît triviale, mais elle est importante. On ne peut pas, en général, quand on est obligé de quitter son domicile, c'est parce qu'on est une personne vraiment âgée, qu'on a fait une chute. Je ne sais pas si vous savez que les chutes, c'est 3 fois plus de morts que la route. Combien de chutes en France? 9300. De chutes, je ne sais pas, mais de morts, oui. 9300 morts par an. C'est la première cause de mortalité depuis 65 ans. Donc, et pourtant, ce n'est pas très compliqué de les éviter par des aménagements de la maison dans les détails desquels je ne veux pas rentrer là. Mais donc, les collectivités locales ont un rôle tout simple à jouer, c'est d'expliquer aux gens, c'est la quinzaine, grosso modo, de mesures, mais vraiment très simples, qui ne coûtent pas d'argent, qui vont éviter ce sujet-là, ce problème-là. Après, il y a effectivement des start-up autour de ça qui se sont créées. Il y en a des nombreuses autour de sujets, autour de la domotique, autour d'automatisation d'un certain nombre de choses et de détection des choses. Détection des chutes, par exemple. Aujourd'hui, en téléassistance, la France est très en retard par rapport à l'Angleterre, par exemple, sur la téléassistance. Et il y a aujourd'hui des systèmes qui ont été inventés par des startups qui repèrent, par exemple, que vous avez passé 20 minutes dans votre couloir. D'habitude, c'est des systèmes apprenants, comme on dit. Si vous avez passé 20 minutes au lieu des 5 secondes habituelles, c'est qu'il y a un problème et ça déclenche les secours. Bon. Il faudrait qu'ils arrivent avant 20 minutes, peut-être, pour des personnes âgées, les secours. Voilà. Alors, et l'autre question du logement, c'est comment on voit des municipalités s'emparer de ça, souvent des petites municipalités d'ailleurs. C'est comment on invente un modèle qui soit ni le domicile pour ceux qui ne peuvent plus y être, ou qui ont peur d'y être tout seul, et pas non plus les maisons de retraite. Alors il y a des solutions intermédiaires qui pour l'instant s'appellent les résidences-services, mais ça c'est très particulier. Ça plaît à certains gens, à certaines personnes, comme c'est que des seniors qui vivent ensemble dans des espèces de lotissements, on va dire. Aux États-Unis, ils appellent ça des sun cities. Il y en a qui adorent être entre seniors et d'autres qui veulent surtout pas l'être. Ils ont l'impression que c'est un ghetto. Donc ça plaît, on aime ou on déteste. Et donc il y a de l'inventivité, il y a de la créativité qui est attendue sur la question du logement. Il y a par exemple
une commune dans l'Est qui a décidé d'acheter un immeuble, qui a mis une infirmière en bas au rez-de-chaussée, qui a créé des grands appartements pour qu'il y ait des enfants, des familles avec des enfants petits, et qui a créé à côté des petits appartements pour qu'il y ait des personnes âgées. Donc là, il y a de l'intergénérationnel d'aujourd'hui. Il y a de l'intergénérationnel qui fonctionne bien. Et c'est encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour inventer ça, il faut juste du bon sens. L'intergénérationnel, je crois que ça existe également dans la formation. Il y a tout un savoir-faire avec des personnes qui ont de l'expérience. Est-ce que le mentorat, c'est une piste importante d'action, de réflexion pour l'AFPA ? Oui, c'est une piste très importante, notamment pour la jeunesse. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut créer la rencontre du besoin de l'entreprise, et donc le mentorat aussi. On demande de plus en plus on a beaucoup de jurys d'examen qui sont mentors de personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées et qui ont besoin finalement de regagner en confiance. Donc c'est un mode très très utile, et à mon avis qui va le devenir de plus en plus. Est-ce que effectivement sur l'AFPA, à la fin sur la formation, on se dit que cette crise, on est dans ce monde on peut pas dire l'après-Covid, on le vit encore, mais est-ce que cette crise peut servir de leçon ? C'est-à-dire vous avez des projets formidables, on a ce plan de relance qui arrive et on nous dit l'AFPA c'est l'une des gagnantes, c'est-à-dire il y a des fonds qui sont fléchés et une nouvelle dynamique pour vos projets ? Oui, il y a une dynamique pour l'AFPA, mais je crois qu'à l'AFPA, on réfléchit plus comme ça. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas gagner sans les autres et sans coopérer. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui, il y a des choses qui sont fléchées, notamment pour la jeunesse, et on va avoir des choses à faire sur l'obligation de formation des 16-18 ans, mais avec d'autres, parce qu'une fois qu'on a ce programme, il y a déjà des acteurs qui s'occupent notamment des jeunes de 16 à 18 ans, qui s'appellent les missions locales. Il y a la compétence des régions, qui ont déjà pensé des programmes d'orientation. Donc, on ne peut pas arriver comme ça sur un terrain sans regarder ce qui se fait et être complémentaire de ce qui se fait déjà. Donc ça, c'est un premier lieu. Mais oui, on avance parce que forcément, ça va créer une dynamique, alors qui existe déjà depuis quelques années. Le Covid ne fait qu'accentuer. Il y a une logique de partenariat très très forte parce que le parcours d'une personne, il est multifactoriel et qu'on ne peut pas tout résoudre. Donc, c'est pas parce qu'on s'appelle AFPA ou autre chose qu'on va pouvoir résoudre toutes les problématiques. Donc oui, il va se passer des choses encore plus parce qu'évidemment, on va peut-être plus facilement coopérer parce qu'on aura plus de financement pour le faire, et ça c'est une bonne chose, mais c'est effectivement les territoires qui vont nous pousser à construire ce qu'ils souhaitent pour nous, et c'est pas à nous de choisir ce qu'on construit pour les territoires. On a parlé du péril blanc avec l'Institut des seniors, parlons du péril jeune. Jean Castex, le Premier ministre, a parlé du plan Un jeune, une solution pour tenter de limiter la casse en matière de chômage des jeunes à la rentrée. Et vous, à l'AFPA, si j'ai bien saisi, il y a tout un programme pour les jeunes décrocheurs. Alors ça ne concerne pas Sacha et Mathilde, on a les premiers de la classe avec nous aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Oui, donc c'est la prise en charge effectivement du décrochage scolaire des jeunes de 16 à 18 ans, donc avec un programme expérimental dans le cadre du plan de relance pour 35 000 jeunes sur l'année 2021. Donc c'est beaucoup, et je crois que c'est notre programme Village qui explique peut-être aussi qu'on nous confie ce programme, dans le sens où ce qu'on a proposé, c'est de faire voyager les jeunes, c'est de leur dire tu veux être scaphandrier, il faut peut-être aller sur le plateau technique de Lorient et rencontrer ce métier. Tu veux être technicien supérieur en maintenance des éoliens, il faut venir à Caen. Donc vous voyez, tout à l'heure Edouard Philippe disait je rêve que des étudiants viennent au Havre. On peut aussi venir à l'AFPA pour se former à des métiers qu'on va retrouver sur son territoire. On n'est pas obligé de partir, mais en tout cas pour être formé à ces métiers, il y a effectivement, on ne peut pas avoir des plateaux techniques qui coûtent très cher et qui sont des investissements partout en France. Donc en fait, c'est de faire voyager les jeunes pour leur faire découvrir ce qu'ils ont envie de découvrir. Ça va leur donner envie de voyager. Voilà, on va leur demander ce qu'ils ont envie de faire, et puis on va leur demander soit ce qu'ils ont envie de découvrir, mais on va aussi travailler sur l'enjeu de la citoyenneté et de la solidarité qu'on voit bien dans la jeunesse aujourd'hui, et on va leur proposer, on va demander aux élus de nous lister une banque de projets qu'ils ont sur leur territoire, et par exemple le projet du rapprochement de l'AFPA avec les Restos du Cœur peut intéresser un jeune qui est à Lille parce qu'il a envie de participer à cette aventure. Donc on va leur proposer des chantiers d'entraide où ils seront actifs et ils seront évidemment partie prenante de cette aventure. L'idée c'est évidemment de
Alors, excusez-moi, mais j'aime bien les choses concrètes. Bien, ça, on comprend mieux. J'habite à Lamastre, personne ne connaît. C'est un petit canton de l'Ardèche. Voilà, c'est l'Ardèche septentrionale. Et quand vous êtes à Lamastre et que vous êtes un jeune, il faut 2 heures pour aller à Valence. Pas de sport, pas très peu, hein, parce que c'est une petite commune. Vous n'avez pas la possibilité de trouver un emploi, ou si vous n'avez pas de moyens de locomotion, bah, il faut quand même 2 heures le matin, 2 heures le soir. C'est très compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est apporter le service à Lamastre. Et on va informer ces jeunes de Lamastre, comme ça c'est leur dire tout est possible et on vous emmène. Et à Lamastre, il y a parfois aussi, et comme ailleurs sur certains territoires, des univers incapacitants. C'est la mobilité, mais c'est aussi parfois l'autocensure. Pour le voyage, c'est pas pour moi, par exemple. Donc on va essayer d'emmener voilà, ces jeunes à retrouver aussi une capacité de choisir leur destin, hein, de faire leur choix, ce qui est à mon avis extrêmement important, et de les emmener au moins 2 semaines, c'est un programme qui dure 4 mois, mais au moins 2 semaines, en dehors de sa zone de confort, on revient à ça aussi, pour imaginer ce qui est possible, parce qu'à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, tout est possible, même un retour en cursus scolaire. C'est vrai, les jeunes, tout est possible? Vous avez ces sentiments à votre âge? Complètement, tout est possible à notre âge. Il faut le Hein, faire, Sacha? bah oui. Oui, je suis d'accord. C'est bien, on peut continuer. Alors, on parlait effectivement des personnes qui accompagnent soit les personnes âgées, soit les décrocheurs. Monsieur Sauzet, vous me disiez que les aidants familiaux, ce sont des jeunes seniors. Ils font beaucoup pour leurs aînés, mais c'est un casse-tête. Il y a des études américaines qui montrent que finalement, les victimes, ce sont eux. C'est eux qui partent les premiers. Racontez-nous. C'est un vrai sujet de l'intergénération. C'est-à-dire qu'il y a de l'aide intergénérationnelle entre des gens qui font effectivement 50, 60 ans, qui sont des jeunes seniors, soit encore en activité, soit jeunes retraités qui ont un peu de temps, et qui ont la joie d'avoir leurs parents et l'inconvénient d'en avoir la charge. Et donc, c'est à peu près 8 millions de personnes en France qui vivent quelque chose qui est vécu assez douloureusement. On a du mal à se plaindre auprès des autres de s'occuper de sa mère, on ne s'autorise pas ça. C'est souvent les femmes, dans les 3/4 des cas, c'est les femmes qui assurent cet accompagnement qui devient hebdomadaire, qui structure la vie parce que il faut y passer régulièrement, gérer la succession de problèmes qui arrivent au fil du temps et qui s'additionnent. Et effectivement, les études américaines montrent qu'il y a même 1 sur 3 des aidants familiaux qui quelquefois décèdent avant leurs parents. Bon, là je vous fais la version la plus noire, mais je dis juste ça parce que là on parle de collectivités locales. Il y a, ces personnes-là ont des énormes besoins d'accompagnement, d'information et de financement. D'information parce qu'il y a des sujets juridiques, comment je choisis dans les statuts de tutelle, curatelle, etc. pour protéger mes parents des escrocs qui peuvent passer et leur faire des chèques, ça arrive. Donc ils ont besoin d'informations, ils ont de l'information sur la santé, comment je relève une personne qui est tombée, quelles précautions je dois prendre, l'aménagement du logement, qu'est-ce que je dois faire, on en parlait rapidement tout à l'heure. Et ils ont besoin de financement, ce que prévoit d'ailleurs une loi qui a été votée en décembre 2015 qui s'appelle la loi d'adaptation de la société au vieillissement, ASV en termes barbares, initiée par Michel Delaunay, qui a été la grande ministre des personnes seniors depuis les 10 dernières années, qui prévoit un financement à hauteur de 500 € pour que des aidants familiaux puissent prendre un peu de répit, c'est le mot de la loi, du repos, puissent soit partir en vacances. On voit aujourd'hui par exemple des maisons de retraite ou des résidences-services proposer d'héberger temporairement des personnes très âgées, les prendre en soin pendant 1 semaine, etc., de façon à ce que la fille, le fils puissent partir en vacances. Et puis il y a de l'accompagnement psychologique, enfin, qui est nécessaire parce que c'est lourd, c'est vraiment lourd, et que c'est compliqué. En plus, souvent, ça fait sortir quelques cadavres des placards, entre les enfants qui ne s'entendent pas forcément bien et qui se reprochent de ne pas aider pendant que l'autre aide. Et puis, il faut comprendre que la personne qui aide son parent comme ça devient le parent de son parent. Et donc, la relation psychologique s'inverse. C'est pas très simple. Donc, les mairies, à Nantes, par exemple, il y a des gens qui font des choses tout à fait efficaces dans la maison des aidants. Il y en a dans beaucoup de villes en France. Très brièvement, est-ce que vous voulez un mot de conclusion, Pascal Dartois? Vous voyez qu'on n'avait pas trouvé de lien au départ, mais finalement on en a, puisque, et on s'en est parlé tout à l'heure, dans certains villages de l'AFPA, on va faire des villages des aidants, parce qu'on a évidemment identifié cette difficulté, notamment dans les territoires ruraux, avec un centre de ressources.
ressources, un lieu de répit, mais aussi réfléchir peut-être avec les personnes qui ont peut-être plus d'emploi en raison de cette dépendance à l'accompagnement, une réflexion sur qu'est-ce qui va se passer après pour moi, et peut-être une réflexion sur une formation, une orientation différente. Donc donc on fait le lien. Et sur les territoires ruraux, je rebondis aussi sur... moi, dans ma région, on parle beaucoup de maisons partagées et de services qu'on pourrait créer très local pour accompagner les personnes âgées. Voilà. Merci beaucoup. La dépendance et la vulnérabilité des personnes, qu'il s'agisse de vieillissement, de handicap, de précarité, de chômage, on le sent bien, ça nous impacte tous d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est maintenant l'heure de la pause. Sacha, Mathilde, vous allez pouvoir appeler vos grands-parents. On parle tellement de lien intergénérationnel. Nous aussi, on peut appeler notre famille. Et vous tous, vous pouvez effectivement échanger et prendre un café. C'est l'heure de la pause. On se retrouve pour la table ronde sur le suivi des engagements femmes et climat. C'est très important. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.